bienvenue à Comwat TV. Alors ce soir, on reçoit Serge Jacquat qui va nous parler, qui est docteur en agroclimatologie et qui va nous parler effectivement de tout ce qui est en relation entre le climat et tout ce qui est l'agriculture. Donc Comwat TV, c'est tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30. Donc c'est un peu toujours pareil. Donc vous pouvez poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux ou directement dans le chat de la vidéo. Et donc bien sûr, l'idée c'est que vous pouvez ne pas être d'accord avec Serge, mais l'important c'est de le faire avec courtoisie et de discuter comme si on discutait dans un café de sujets d'autres. Et cette vidéo, effectivement, bien sûr, est disponible sur YouTube, sur le site de Comwat et sur Spotify, pour ceux qui, effectivement, n'ont pas pu suivre en direct ce soir. Alors, donc, j'ai prévu un ensemble de questions ce soir sur plusieurs thèmes, d'abord sur la météo qui se détraque, ensuite sur la science au secours de l'agriculture, et une troisième partie sur est-ce que la science risque-t-elle de soigner ou de fragiliser l'agriculture? Donc, ce sera en fin de débat pour savoir un petit peu la place de tous ces gens-là. Donc, pour commencer, je vais demander à Serge de se présenter rapidement pour effectivement présenter qui il est, d'où il vient. Donc, Serge a pas mal de passions, donc rapidement, présentez-nous un petit peu vos passions. Et après, je vous poserai une question vous présenterez dans un deuxième temps votre métier, ce que vous faites et les concepts que vous manipulez. Tout à fait. Alors oui, j'ai pas mal de passions. La première passion, c'est les orages. Donc, je suis chasseur d'orages. Je fais des photographies d'orages. D'ailleurs, à 19h30, je vais sur le terrain et je vais continuer ma nuit à faire des photos. Ce soir, c'est une journée à orage? C'est ça, une journée à extension et je termine en fin de nuit, quoi. C'est normal chez moi. Mais la journée, je suis docteur en agroclimatologie, c'est-à-dire que je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture et l'impact de l'agriculture sur le climat, parce que ça va dans les deux sens, hein. En tant qu'autre passion, je suis également administrateur de l'association Infoclimat, qui regroupe les passionnés de météorologie en France. Donc Infoclimat pour la partie associative, ITK pour mon entreprise de recherche et développement, et puis la nuit, je chasse l'orage. D'accord, ok. Donc les journées prévues dans mes camps? À vrai dire, par exemple, lundi, j'ai dormi 2 heures. D'accord. Parce qu'il y a eu de l'orage dans la nuit de dimanche à lundi. En général, je dors entre 3h et 6h du matin. D'accord. J'essaye de me rattraper à ce moment-là. Ça, c'est dans les périodes estivales. Après, en hiver, j'ai un rythme un peu plus normal. Ok, très bien, très bien. Ok. Donc du coup, présentez-nous un petit peu votre métier, ce que vous faites tous les jours, effectivement, au travail sur la partie agroclimatologie pour ITK. En fait, l'agroclimatologie, il y a deux domaines. Il y a l'agroclimatologie et l'agrométéorologie. Alors, tout ce qui est agrométéorologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. Par exemple, les prévisions de gel, les prévisions de canicule, les prévisions de grêle, d'orage, tout ce qui peut impacter l'agriculture dans les prochains jours. Et inversement, tout ce que l'agriculture peut jouer sur la météo, par exemple, l'irrigation, c'est classiquement le principal modificateur de microclimat, parce qu'on apporte de l'eau artificielle. La modification des bâtiments d'élevage, l'ouverture des fenêtres, etc., pour, par exemple, lors d'une canicule. Donc ça, c'est pour l'agrométéo. Pour l'agroclimato, c'est différent. Là, on est sur des pas de temps plus longs. Par exemple, on va étudier les évolutions de tendance de risque de canicule d'ici 2100, les évolutions de tendance de risque de gel au mois d'avril pour 2100, ou à l'inversement de l'agriculture au climat, le stockage du carbone. Donc ça va dans les deux sens. Donc l'agrométéo, on va dire, c'est dans les jours à venir. Et l'agroclimatologie, c'est l'évolution du climat et l'évolution de l'agriculture d'ici 2100. D'accord. Ok. Ce que je fais de mon métier tous les jours, c'est de la modélisation. Classiquement, la modélisation, c'est je prévois en fait comment le climat impacte sur la plante et comment la plante impacte sur le climat, à court terme ou à long terme. Donc, je manipule des équations mathématiques, je fais du code, je développe des modèles. En gros, on regroupe la connaissance scientifique agroclimatique dans un seul et même code. Et puis, on peut simuler le développement d'une plante en fonction, par exemple, d'une canicule qui arrive ou d'une vague de froid. Voilà, le but, c'est vraiment de développer de la modélisation agricole pour conseiller l'agriculteur dans les jours à venir, dans les semaines à venir, voire dans les années à venir avec le changement climatique. Ok, ça c'est très bien. Ok, merci pour ces éléments. Alors,
première série de questions qu'on peut vous se poser. On observe actuellement des phénomènes météo assez extrêmes. Comment expliquer ces phénomènes météo qu'on a vus effectivement autour du gel, autour de ce climat qui est assez étrange dernièrement? Alors, il y a deux choses, souvent, moi je suis très réseaux sociaux, hein, et il y a deux choses qui font qu'on a l'impression que le climat se détériore. Déjà, de un, il y a l'effet réseau social. Souvent, on me dit, il y a plus de tornades en France, il y a plus de tempêtes. Mais en fait, non, c'est juste que tout le monde a un smartphone et peut les filmer et les diffuser sur Internet. Donc, en D'accord. fait, il y en a, oui, un peu plus qu'avant, mais on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus puisqu'on les visualise plus. C'est justement le but du réseau social, c'est de voir en direct ce qui se passe dans le monde. Euh, mais en réalité, c'est bien le cas. On a bien des événements qui sont de plus en plus importants. Au niveau des canicules, on a par exemple des pics de chaleur plus importants, qui sont plus intenses, plus longs et qui interviennent plus tôt ou plus tard dans la saison. Au niveau des sécheresses, c'est la même chose, des sécheresses qui peuvent être plus longues, plus intenses et qui interviennent plus tôt ou plus tard dans la saison. Le gel, on a un déphasage entre des plantes qui ont subi un hiver très doux et des vagues de froid qui arrivent toujours en avril. Donc, on a des impacts plus importants sur le gel. Donc, effectivement, on a des modifications du climat en tendance et en extrême. En tendance, la température qui augmente de plus en plus, les précipitations qui diminuent en été et qui augmentent en hiver. Et en extrême, des orages, par exemple, qui sont plus importants, de la grêle qui peut être plus importante. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est ce que l'agriculture est soumise en fait au jour le jour. Si je prends par exemple l'épisode de grêle du mois d'avril, là, on a les deux tendances. On a la tendance sur le long terme, les températures hivernales qui sont de plus en plus douces, donc des plantes qui se développent de plus en plus en hiver. Et puis un événement ponctuel de gel qui a duré 3 jours et et qui a eu des conséquences dramatiques sur l'agriculture. Donc là, on a une conjonction entre des événements sur le long terme, quoi, un hiver très doux, et un événement ponctuel de gel de 3 jours qui a fait qu'il y a eu des dégâts très importants. D'accord. Donc du coup, est-ce que ça se mesure ça? Parce qu'effectivement, ça se mesure est-ce que vous avez des indicateurs pour mesurer ce dérèglement climatique que vous observez? Parce que plus doux, effectivement, sur les moyennes, on peut imaginer que c'est plus 0,1 degré, plus 0,1, enfin voilà, il y a des mesures globales, mais les variations brutales parce qu'il y a toujours eu de la grêle, il y a toujours eu des périodes de froid, il y a toujours, il y avait de manière empirique, on disait oui, avant les seins de glace, ils gèlent toujours un petit peu. Est-ce qu'on peut mesurer au-delà des mesures de température, est-ce qu'on peut mesurer ces fluctuations, ces variations brutales? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui se mesurent de manière quantitative, plus que l'impression qu'on a, ah oui, quand on va sur les réseaux sociaux, effectivement, tout le monde en parle, donc on a l'impression que c'est un phénomène majeur, comme la violence. On a l'impression que souvent les gens disent oui, on est dans un monde de plus en plus violent. C'est faux, parce que quand on regarde les statistiques, à très long terme, le nombre d'homicides n'a jamais été aussi bas qu'actuellement. Il n'y a jamais eu de période aussi longue de paix en France depuis des centaines d'années. Et pourtant, les gens ont l'impression que c'est très violent, que la guerre est présente, etc. Donc, du coup, il y a un écart. Mais vous qui êtes chercheur, est-ce qu'il y a des indicateurs, enfin des manières de mesurer de manière précise ces fluctuations brutales de froid ou de grêle qui arrivent, ces phénomènes extrêmes, comment on fait pour les mesurer, pour les quantifier? Alors oui, en agriculture, il n'y a pas que les extrêmes, hein, il y a aussi les tendances sur le long terme. Mais en agroclimatologie, il y a deux façons de mesurer ces événements. La partie météo, bon, il y a tous les capteurs, humidité, température, etc., qui relèvent ces événements. Au final, de variations de température extrêmes d'une semaine à l'autre, comme on a eu en avril. Là, c'est classiquement, on mesure la température avant la vague de froid et la température pendant la vague de froid et on fait l'écart. Et puis après, avec des statistiques climatiques qu'on peut accumuler d'année en année, puisque les stations mesurent des températures depuis des décennies, on peut faire des statistiques et voir si ces événements de passage d'un extrême à l'autre s'accentuent. Pour le mois d'avril, par exemple, il suffisait de comparer la variation de température sur une semaine, et on remarquait qu'on était dans les descentes d'air froid les plus violentes qu'on a eues depuis des décennies. Donc ça, c'est des indicateurs météorologiques. Donc entre le min et le max, même sur 7 jours glissants, c'est ça? C'est ça, sur une semaine ou 5 jours glissants. En agriculture, on peut aussi mesurer les extrémums, puisqu'en fait, la plante, elle ressent la température et elle accumule de la chaleur. Donc, lorsque la température augmente, elle accumule de la chaleur plus rapidement et donc elle se développe plus vite.
Donc, l'avancée des stades phénologiques est quelque chose qui est constaté en agriculture. Les stades phénologiques, c'est les stades de développement de la plante. En gros, plus il fait doux en hiver, plus la plante va se réveiller tôt au printemps. Et on a des mesures qui sont extrêmement intéressantes sur le vin ou sur les arbres fruitiers. Les mesures de débourrement. Le débourrement, c'est l'ouverture des bourgeons. En gros, pour le grand public, c'est le début du printemps. Ces mesures de débourrement sont, par exemple, mesurées par des moines ou par des scientifiques depuis parfois plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire. Par exemple, les cerisiers au Japon, on note la date de débourrement depuis 1872, c'est-à-dire depuis plus de 1300 ans. Au final, ces statistiques, ces observations sont extrêmement intéressantes, puisque la plante, vu qu'elle ressent la température d'année en année, et l'étude de la phénologie de la plante, donc des stades phénologiques, nous permet de voir l'évolution du climat. Et donc, pour reprendre l'exemple des cerisiers, on observe que depuis 50 ans, la date de floraison du cerisier est de plus en plus précoce au Japon. Et le record de très loin, d'ailleurs, est détenu par l'année 2021, où on a carrément gagné, il me semble, 20 jours, voire un mois, par rapport aux floraisons qu'il y avait au début du siècle passé. Donc ça, c'est, outre la température qu'on nous bassine, les mesures faites par le thermomètre, que la température augmente régulièrement, il y a aussi des faits concrets sur la faune et la flore, quoi, par la phénologie des végétaux. Les dates d'apparition des cigales, par exemple. Le premier chant des cigales, la cigale, pour qu'elle se développe, il lui faut une certaine température au-dessus, il me semble, autour de 26 degrés. Au-dessus de 26 degrés, c'est une température idéale pour la cigale. C'est pour ça qu'il y en a dans le sud de la France. Les dates de premier chant des cigales nous permettent de nous indiquer que la cigale atteint une certaine somme de température, un cumul de température, pour commencer son chant. Et en fait, ces chants apparaissent plus tôt en cours d'année, de plus en plus tôt. C'est la même chose que pour les végétaux. Donc, ça témoigne en fait d'une modification du climat. D'accord, d'accord. Donc, et là, c'est pareil, il y a un mois plus tôt, comme pour les cerisiers, ou c'est je ne pourrais pas vous dire pour les cigales, par contre. D'accord, Je pense qu'il y a quelques jours, voire quelques semaines plus tôt, mais je ne pourrais pas vous dire. Pour les cerisiers, j'ai lu quelques articles récemment, et je peux vous affirmer qu'on est à plusieurs semaines d'avance par rapport à un climat du début du siècle passé. D'accord. Pour les vignobles, c'est la même chose en France, hein, au passage. On a gagné à peu près 10 jours sur les dates de vendange, 10 jours, 2 semaines sur les dates de vendange suivant les vignobles en France, du fait que les températures sont plus élevées en cours d'année et donc les vendanges arrivent plus tôt en cours d'année. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, le fait que les cerisiers au Japon fleurissent un mois plus tôt que les vendanges, est-ce que ça impacte la production? Est-ce que ça impacte la qualité? Enfin, qu'est-ce qui va changer? Pour les cerisiers, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas fait suffisamment d'études à ce sujet. Par contre, je peux vous dire pour les vignobles. Bon, en France, le vin est une institution, donc je pense que ça pourrait intéresser d'avoir les impacts. Alors, non seulement il y a les impacts de main-d'œuvre, puisqu'il faut recruter la main-d'œuvre à des dates différentes, ça peut parfois être problématique, mais il y a des impacts aussi sur la qualité du vin, puisque les concentrations en sucre dépendent énormément aussi des précipitations qu'il y a eu les dernières semaines avant la vendange, et donc des modifications de température et d'hygrométrie, donc et de précipitation, vont avoir des conséquences importantes sur la teneur en sucre du grain de raisin. Cette teneur en sucre a tendance à augmenter avec le temps, puisqu'il y a plus de sécheresse, donc moins d'eau dans les grains, et donc plus de sucre concentré qui sont moins dilués avec l'eau présente dans le grain. Et donc, une modification du sucre, vu que c'est à partir de ça qu'on peut avoir un taux d'alcool dans le vin, il y a une modification aussi donc, du goût de ce vin avec le changement climatique. Et donc, pour ça, il faut s'adapter. Malheureusement, on n'y pourra rien sur les dates de vendange qui deviendront de plus en plus précoces. Sur les sécheresses aussi, on n'y pourra rien sauf si on permet l'irrigation. Mais il faut s'adapter par soit modifier le cahier des charges des AOC ou
ou voilà, les cahiers de charges pour produire le vin, euh, soit, soit le vin va changer de goût et puis peut-être que ce n'est pas si grave, peut-être qu'on va découvrir de nouveaux goûts pour le vin pour chaque région de France. Alors, il y a une question qui est posée là par Christophe qui dit il faut peut-être préciser à cépage constant. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu des Oui. changements de cépage Alors oui, c'est à cours de... cépage constant, oui. C'est à cépage constant, puisque le cépage, c'est en gros, entre guillemets, la variété pour la vigne. On appelle ça un cépage. C'est bien sûr, si le cépage reste constant, on va observer des fluctuations avec des dates de vendange de plus en plus précoces. Mais, et là, tout est dans l'adaptation et l'anticipation. Si on prend des cépages qui sont plus résistants à la chaleur, qui sont plus résistants à la sécheresse, des cépages classiquement qui viennent du sud de la France, voire même de l'Espagne ou d'Italie, et qu'on les plante un peu plus au nord, là, c'est juste une anticipation donc des effets du changement climatique pour continuer à produire avec des cépages qui soient plus résistants. Mais il peut y avoir une modification aussi du goût, puisque un cépage différent, c'est aussi un vin qui est possiblement différent à la fin. Il faut savoir, est-ce qu'on veut garder exactement le même goût, quitte à produire de plus en plus difficilement, ou faire évoluer les goûts avec le changement climatique, puisque de toute façon, ils vont être amenés à évoluer. Ok. Alors, en parlant d'évolution climatique, quelles sont les prévisions les plus probables que vous pouvez faire dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans qui viennent compte tenu, alors, les causes principales, c'est le CO2 dans l'atmosphère qui est de plus en plus présent et qui fait ce réchauffement. Est-ce qu'il y a d'autres causes et comment vous prévoyez l'évolution à peu près à grande échelle dans le sud de la France? Alors, les causes, c'est pas seulement le CO2, c'est tous les gaz à effet de serre. On parle d'équivalent CO2, il y a aussi le méthane, il y a d'autres gaz qui font que l'atmosphère se réchauffe. C'est pas seulement le CO2. D'accord. Et en fait, il peut y avoir des variations naturelles du climat, du fait du volcanisme, du fait du soleil. Mais il est montré par les travaux du GIEC ou par les travaux de très nombreux centres climatiques que moins de 5% de ces variations climatiques observées actuellement sont dues à des effets naturels. 95% sont expliqués par l'effet des gaz à effet de serre et donc de l'homme. Donc c'est ça, c'est ces 95% qui sont très problématiques et qui font que l'agriculture n'arrive plus à s'adapter à ce niveau climat. Parce qu'à peine on a trouvé un nouveau seuil d'adaptation, qu'on est déjà que ça continue à augmenter et qu'il faut de nouveau s'adapter. C'est une adaptation constante qu'il faut retenir pour l'agriculture en changement climatique. Alors, au niveau de la France, c'est un peu différent suivant les régions, puisque on va avoir bien sûr sur toute la France des températures qui vont augmenter. Voilà, là, c'est assez homogène. Par contre, au niveau des précipitations, on va avoir un déficit de précipitations qui va être plus important au niveau du sud de la France que dans le nord. Simplement que la sécheresse estivale classique qu'on a dans le sud de la France, c'est classique d'avoir très peu de pluie, juin, juillet, août, à part les orages dans la région de Montpellier, de Nîmes, autour de la Méditerranée ou même en Côte d'Azur. C'est que cette région de sécheresse va être plus forte et va s'élargir dans le temps. Elle va commencer plus tôt et finir plus tard. Elle va être moins compensée par les précipitations hivernales. Alors certes, elles seront plus intenses, mais au cumul annuel, on aura moins de précipitations que maintenant dans le sud de la France. Dans le nord, c'est un peu différent, puisqu'on aura tendance à avoir des précipitations qui vont être égales sur l'ensemble de l'année, sauf qu'elles vont être réparties différemment. En été, il va y avoir une sécheresse plus importante. Par contre, en hiver, il va y avoir des précipitations plus importantes. Donc, ça se compense dans le nord de la France. Dans le sud de la France, ça se compensera pas. Il y aura une diminution des précipitations. Voilà, donc l'impact du changement climatique n'est pas le même sur l'ensemble du pays. D'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que vous établissez des cartes de prévision, des cartes à 5 ans, à 10 ans? Comment vous arrivez à vous projeter dans le temps? Comment vous travaillez? Quelles sont vos hypothèses de travail pour prévoir l'évolution de ces températures et de ces précipitations? Sur la partie agroclimatique, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les types de cartes de prévision, par exemple, à 5 jours. Les risques de gel, les risques de canicule, voilà, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours pour que les agriculteurs puissent adapter leurs travaux agricoles. Et après, il y a les cartes, ça c'est les cartes agro-météo.
et les cartes Ouais. agroclimatiques. Donc, c'est l'évolution du climat et son impact sur l'agriculture. Donc, D'accord. classiquement, en agroclimatologie, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les études qui ont été faites par le GIEC, donc les climatologues. Ils nous fournissent en fait des séries probables de température, de précipitations, d'ensoleillement qui peuvent avoir lieu jusqu'en 2100, suivant plusieurs scénarios de réchauffement, le faible, moyen ou très fort. Et puis ensuite, nous, en entrée des modèles agro, on fait rentrer ces données météorologiques et puis on peut simuler ce qui va se passer jusqu'en 2100. Classiquement, voir si la sécheresse va avoir de plus en plus d'impact sur le rendement ou pas, ou aussi les gels du mois d'avril seront de plus en plus fréquents après une période de douceur hivernale comme on a eu cette année. Voilà, ça nous permet voilà, deux niveaux vraiment de cartes pour l'agrométéo. L'agrométéo, c'est vraiment les 7 prochains jours, et l'agroclimato, c'est vraiment jusqu'en 2100, où là, on utilise les données du GIEC. D'accord, très bien. Ok, alors, qu'est-ce que peut. Donc aujourd'hui, vous bossez pour Ithaca. Par rapport à ça, que peut la science par rapport à ce réchauffement climatique, à ces changements qu'on subit, et comment effectivement la science, comment les innovations sur lesquelles vous travaillez, les innovations technologiques, peuvent-elles effectivement aider les cultures à s'adapter, à survivre et à continuer effectivement à nourrir effectivement les populations qui utilisent l'agriculture pour se nourrir? Alors, la science intervient dans plein de domaines. Déjà, en climato, c'est pour définir le changement climatique, qu'est-ce qu'il va faire. Mhm. Donc ça, on Mhm. en a déjà suffisamment parlé, c'est le GIEC qui travaille dessus. Mhm. Elle intervient également en agriculture dans le domaine génétique, par exemple la sélection variétale. Ça, c'est pas mon domaine, mais tout ce qui est OGM, sélection variétale en Europe, OGM dans le reste du monde, ça va permettre en fait de trouver de nouvelles variétés pour s'adapter au changement climatique, pour atténuer ses effets, mais pas forcément s'en affranchir, puisque même si on trouvera des espèces qui peuvent être résistantes à la canicule et à la sécheresse, génétiquement, aucune espèce sur la planète ne peut résister sans eau ni avec des températures de 50 degrés, quoi. Ça peut atténuer les effets du changement climatique, mais ça ne peut pas s'en affranchir. Donc c'est une technologie qui peut aider, mais ce n'est pas la seule technologie qui va sauver le monde, la génétique. Il y a d'autres types d'aspects scientifiques, donc par exemple l'étude de nouvelles espèces, l'introduction qu'est-ce que l'introduction d'un sorgho en France à la place du maïs, à la place de certains champs de maïs, bien sûr, le but n'est pas de remplacer tout le maïs, mais qu'est-ce que le sorgho peut avoir sur les ressources en eau d'un territoire. Voilà, ça D'accord. c'est l'aspect scientifique. On couple à la fois les données météorologiques et les données du sol agro pour avoir voilà, est-ce que la pression sur l'eau sera plus faible avec l'introduction du sorgho dans un territoire? On recrée un territoire artificiel, par exemple le sud-ouest de la France. On part d'un état initial qui est l'état actuel, et puis on voit ce que ça donne si on augmente la proportion de champs de sorgho, et voilà, ça donne des idées. Et un des autres points, c'est la technologie connectée. D'accord. C'est le domaine pour lequel je travaille. Donc là, on parle des modèles de prévision ou des outils d'aide à la décision ou des capteurs à l'intérieur des champs. Là, ça permet, par exemple, de prendre des décisions dans un contexte climatique, de prendre les meilleures décisions. Je prends souvent l'exemple du GPS à ce niveau-là. Le GPS, avant le GPS, on avait des cartes pour aller d'un point A à un point B. Bah, on prenait la route habituelle ou on regardait la carte et puis on essayait d'y aller avec une carte. Le GPS, maintenant, ça nous permet de prendre la décision d'aller soit la route la moins chère, soit la route la plus rapide, soit la route la plus courte. C'est Mhm. juste un algorithme informatique qui va permettre d'aller à un point A à un point B. On aurait très bien pu le faire avec la carte, mais de le faire mieux, de le faire en prenant en compte la circulation ou éventuellement en dépensant le moins d'essence possible pour éviter les émissions de CO2, etc. Pour l'agriculture, c'est pareil en fait. Les modélisations mathématiques basées sur des équations scientifiques permettent en fait de produire la même quantité, idéalement la même quantité, par exemple de blé, de maïs ou pour la vigne de grappe, mais de le produire mieux, c'est-à-dire avec des ressources qui sont de plus en plus rares et des températures qui sont de plus en plus élevées. Donc en fait,
Typiquement, l'exemple classique, c'est on a une sécheresse qui Mhm. arrive dans les prochains jours. Quelle quantité d'eau a besoin la plante au jour J pour passer cette période de 15 jours de sécheresse? Combien d'eau doit apporter l'agriculteur pour éviter des pertes de rendement, donc des pertes de revenus? La plante ne nous parle pas, mais le modèle mathématique, il a accumulé de la connaissance météorologique et de la connaissance agronomique et de la connaissance que l'agriculteur a renseignée au modèle pour dire aujourd'hui, il me faut 15 millimètres d'eau pour ne pas avoir de stress et ne pas avoir de perte de rendement pendant cette canicule. Et donc, on lui apporte ces 15 millimètres d'eau, sans plus ni moins, pour éviter le gaspillage de l'eau. Un agriculteur peut, par exemple, apporter plus que ces 15 millimètres et toute cette eau qu'il apporte en plus ne servira pas forcément à la plante. Elle peut soit ruisseler ou soit s'évaporer. La plante n'en aura pas besoin. Donc, le but, c'est vraiment de lui dire, un peu comme le GPS, on lui donne des Mhm. indications. Il peut aller du point A à un point B tout seul. Il peut irriguer tout seul. Mais le but, c'est de lui dire, voilà, il faut cette quantité-là, sans plus ni moins. Pour les risques de maladie, c'est la même chose. L'agriculteur, classiquement, de père en fils, ils se disent, à cette date-là, début avril par exemple, j'ai l'habitude d'épandre tel produit pour telle maladie. Mais dans un climat qui change, on n'aura plus forcément les mêmes pressions de maladies, on aura peut-être de nouvelles maladies ou des maladies qui vont disparaître puisqu'il n'y aura plus suffisamment d'eau. Et donc, ça va évoluer. Et donc, les dates que le père et le fils avaient appris au petit-fils ne seront plus forcément valables, mais le modèle agronomique ou les outils connectés permettront de dire, voilà, il y a eu une certaine quantité d'humidité ces dernières semaines, un certain cumul de température, et donc la maladie va être présente à peu près vers cette date-là. Nous vous conseillons d'épandre à cette date-là, ou certaines années, on lui dit, il n'y a pas de pression de maladie, tu n'as pas besoin d'épandre comme d'habitude, ça ne sert à rien. Voilà, c'est vraiment cibler les choix et éviter toute sortie de route, on va dire, tous excès, euh, voilà, tout, et tout en ayant aussi un équilibre entre le prix des produits ou le prix des interventions, le prix de l'eau par exemple, ou le coût d'intervention du tracteur, voilà, et le prix de revenus après que ça peut en lui garantissant un rendement suffisamment élevé. On appelle ça le retour sur investissement. D'accord, d'accord, très bien. Alors, il y a un débat là, effectivement, sur la vigne se développe depuis très longtemps dans nos régions, Mhm. sans être irriguée. Et il y a des partisans qui disent oui, la vigne a besoin d'être irriguée parce qu'elle produira plus, etc. Et il y a d'autres qui disent mais non, si on commence à irriguer la vigne ne va pas forcément aller chercher en profondeur l'eau dont elle a besoin, et elle va rester en surface et ça va la rendre plus fragile. Alors, c'est quoi votre analyse par rapport, effectivement, faut-il irriguer la vigne, d'après vos analyses, vos statistiques, ou faut-il la laisser se renforcer et d'aller chercher de plus en plus loin l'eau qui va être de plus en plus rare? Alors, je suis pas le spécialiste de la vigne, mais en tant qu'agroclimatologue, j'ai quand même ma parole à apporter. Mhm. Il faut savoir que dans un climat qui va évoluer de plus en plus, on ne pourra simplement plus produire de raisins sans eau. On n'aura plus suffisamment d'eau, par exemple, dans les régions méditerranéennes, pour produire des grappes en fait pour faire du vin. Euh, donc le débat ne se pose pas en fait. Il y a certaines D'accord, régions de donc c'est France, obligatoire. C'est obligatoire. ouais, il y a certaines régions de France où soit on va irriguer. Alors il n'est pas question d'irriguer à outrance et de concurrencer à l'eau potable pour le tourisme ou pour les habitants du coin. Il y a toute une réflexion à avoir derrière. Ce n'est pas maximiser le rendement et faire n'importe quoi, mais c'est quand même garantir un minimum de production parce que du coup si on ne change pas nos habitudes par rapport aux irrigations, le rendement va être tellement faible qu'il ne pourra plus garantir la survie de l'exploitation. Donc, D'accord. au bout d'un certain. Ça, je parle pour le sud de la France, bien sûr. Pour le nord de la France, il y aura suffisamment d'eau quand même. Mais pour les régions méditerranéennes ou les régions du sud-ouest, il va falloir faire très attention parce que d'ici 2050, il va y avoir des pertes de rendement du fait de la sécheresse. La vigne aime bien la sécheresse en été. C'est une et c'est paradoxal, hein, mais pour produire du bon vin, il faut aussi une période de sécheresse au cours de l'été. S'il y a un excès d'eau, ce seront des grains qui sont remplis d'eau et donc une teneur en sucre très faible. Euh, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un excès d'eau, parce qu'il faut quand même garantir un minimum de grains. Mhm. Je vois que Christophe a mis un commentaire. Du coup, il faut quand même avancer dans cette réflexion
et peut-être autoriser l'irrigation à beaucoup plus d'AOC, à beaucoup plus de régions. Euh, alors peut-être qu'on ne va pas comprendre pour les années à venir, mais d'ici 20-30 ans, on va se dire, ah oui, cet investissement que j'ai fait pour l'irrigation est très utile maintenant. Donc il faut commencer à y réfléchir dès maintenant. Donc du coup, pour vous, c'est inexorable. C'est inexorable à partir de la moitié du siècle. Pour l'instant, peut-être pas, mais à partir de la moitié du siècle, oui, c'est inexorable. Et c'est valable pour de très nombreuses cultures. La vigne est implantée, c'est une culture pérenne, c'est-à-dire qu'une culture qui dure plusieurs années, hein. Le maïs, ça va être compliqué aussi, puisque le maïs, étant donné qu'il pousse pendant la saison estivale, il a besoin de beaucoup d'eau. En soi, s'il poussait dans la saison hivernale, il n'aurait pas plus besoin d'eau que le blé, mais c'est juste qu'il pousse dans la période la plus chaude de l'année. Et donc, on l'irrigue. Cependant, dans un contexte de changement climatique, où l'eau va être de plus en plus rare, donc une tension sur l'eau va être de plus en plus importante en été, on ne pourra plus irriguer comme on le faisait avant. Oui, Pas, parce qu'il y a une compétition. Il y a une compétition tout le monde va se battre pour de l'eau qui est de moins en moins grande quantité. Les villes vont avoir besoin d'eau potable pour fonctionner. Et au moment où les agriculteurs vont avoir eux aussi besoin d'arroser, et comme il y a de moins en moins d'eau, il va falloir que la réserve commune diminue, donc il va falloir choisir, faire des priorités. Exactement. Mais il n'y a pas que des priorités, il y a aussi des adaptations qu'on peut anticiper dès maintenant. Parce qu'on sait très bien que Enfin, on sait très bien. On ne l'a pas encore vu, mais d'après les prévisions du GIEC, il va y avoir à peu près la même quantité d'eau annuellement qui va tomber sur la France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, la répartition des précipitations sera différente au cours des mois. Il va plus pleuvoir en hiver et il va moins pleuvoir en été. Donc, un agroclimatologue, logiquement, il vous dit retenez l'eau de l'hiver pour irriguer l'été. Et c'est vers quoi on voudrait aller ces prochaines années, mais avec beaucoup de réflexion, puisqu'il n'est pas question de retenir l'eau et d'irriguer à outrance après pour maximiser le rendement et vendre tout ce qu'on peut. C'est vraiment d'avoir une réflexion un peu plus posée, déjà de faire euh, des retenues d'eau assez un peu plus technologiques, on va dire, qui soient par exemple enfouies sous terre. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous faites référence au barrage. Aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont fait des barrages plus ou moins sauvages. Et ça effectivement, c'est pas forcément une très bonne idée parce qu'effectivement, l'eau est retenue, donc elle s'infiltre moins dans les nappes phréatiques. Et du coup, par contre, l'eau reste en surface et s'évapore davantage. Et elle est au final gaspillée parce que naturellement, les nappes phréatiques permettent de jouer le rôle d'éponge et de pouvoir temporiser un petit peu le moment où il pleut, le moment où on utilise l'eau. Donc c'est vrai que ces barrages, je crois que, enfin, confirmez-moi, mais d'après ce que j'avais entendu, ces barrages étaient un peu inefficaces et totalement contre-productifs. Exactement. En fait, ces barrages, c'est juste une solution à très court terme, parce que l'évaporation est très importante, la surface au contact de l'air est très importante, et ils ne sont pas forcément étudiés. Alors qu'il peut y avoir des retenues d'eau qui peuvent se remplir uniquement lorsque les nappes phréatiques sont pleines et que toute l'eau qui tombe en surface après va à la mer. C'est de l'eau perdue. Et c'est cette eau-là qu'on veut capter. On ne veut pas forcément capter l'eau qui passe dans les fleuves en été lorsqu'ils sont au point le plus bas. Ce serait pas logique. On veut capter l'eau lorsque les fleuves sont suffisamment remplis et que toute cette eau va aller à la mer et ce sera de l'eau perdue. C'est vraiment capter l'eau uniquement pendant les périodes d'excès d'eau. Donc, l'hiver, l'automne et le début du printemps. Après, retenir l'eau en cours d'été, ça, c'est pas possible. Parce que retenir l'eau en cours d'été, c'est de l'eau qui serait allée aux rivières et qui aurait pu servir à la faune et à la flore aquatique. Donc, si tout le monde se met à retenir l'eau en été, cette eau ne va pas aux rivières et le niveau des eaux sera très bas et c'est des écosystèmes entiers qui seront menacés. Mais toute cette volonté de retenir l'eau, c'est quelque chose qui est très polémique parce que ça inonde des territoires et donc ça condamne certains écosystèmes. Donc, il y a certaines réactions logiques de la part de certaines ONG qui veulent éviter ce type de retenue d'eau. Mais de toute façon, c'est nécessaire. Il va falloir trouver un désaccord entre les mairies, les régions, l'État et les ONG et les agriculteurs. Il faut vraiment se réunir pour commencer dès maintenant à s'adapter, à pas s'adapter, commencer dès maintenant à anticiper les effets du changement climatique. C'est nécessaire dès maintenant de créer des retenues. Mais l'eau, vous la stockez comment alors? Si vous ne la stockez pas en surface, vous la stockez sous terre? Comment vous faites? Oui, on peut avoir soit
des réserves d'eau souterraines. Alors, D'accord. bon, il faut les Artificielle ou naturelle? artificielles. D'accord, d'accord. Parce que naturellement, il y a déjà des réserves, c'est le nappe phréatique, c'est des réserves Oui, naturelles oui, d'eau. oui. Le but, c'est pas de taper dans les nappes phréatiques en été, parce que du coup, D'accord. si elles se vident, c'est pas forcément le meilleur moyen. Euh, ou c'est éventuellement de reprendre de l'eau des nappes phréatiques en hiver et de les injecter dans des réserves plus proches de la surface. D'accord. Euh, il y a d'autres solutions aussi, c'est par exemple de mettre des retenues d'eau bien étudiées avec des panneaux solaires au-dessus pour faire de l'ombrage pour éviter au maximum l'évapotranspiration, enfin Mhm. l'évaporation, pardon. Euh, voilà, il faut explorer de nouvelles choses. Il n'y a pas que les retenues d'eau en plein air ou les lacs artificiels qu'on voit. Il faut explorer de nouvelles voies qui soient un petit peu plus logiques dans un contexte de changement climatique. Et là on se retarde un peu sur les retenues d'eau, mais il y a d'autres choses à penser aussi. Il n'y a pas que les retenues d'eau. Il y a aussi tout en place. Excusez-moi, il y a juste avant qu'on change de sujet, qu'on parle d'autres sujets, on reste juste, parce qu'il y a des questions de Christophe sur les retenues d'eau. Il dit, Oui. est-ce que vous avez une idée du volume retenu euh, par rapport aux chutes de pluie, par rapport à ce qu'on peut retenir? Voilà, est-ce que c'est quoi? C'est 1% qu'on retient? Est-ce que c'est voilà, c'est quoi Alors, ce j'ai pas pourcentage de que vous avez chiffre précis, mais c'est très à peu faible. près? Ouais, ouais, c'est faible, ouais. C'est C'est quelques de pourcents, l'ordre, quoi. c'est moins que 5%, bien sûr, hein. D'accord, d'accord. On ne peut pas retenir toutes les précipitations qui tombent. Il faut se rendre compte qu'il y a des milliers, des milliards de tonnes d'eau qui tombent. On ne peut pas tout Ouais, retenir dans des retenues d'eau. Ce serait recouvrir la moitié de la France de retenues d'eau. Non, non, là, le but, c'est vraiment de retenir moins de le juste, 5%, je dirais. Je n'ai pas de d'accord, chiffre exact, mais c'est vraiment moins de 5% de l'eau. Et encore d'accord, une fois, c'est de retenir l'eau quand elle est en excès en hiver. Ce d'accord. n'est Oui, oui, bien pas sûr. de retenir l'eau en plein été. En plein été, Mhm. il faut laisser l'eau partir dans les fleuves pour D'accord, éviter que les fleuves se retrouvent à d'accord, sec. C'est des d'accord, erreurs qu'on a faites dans le passé, pas qu'en France, et il faut éviter de reproduire ces erreurs. d'accord. D'accord. Et aussi une autre remarque de Christophe qui pose la question, il dit qu'effectivement de nombreux domaines héroltés irriguent notamment au goutte à goutte Mhm. depuis des années 70, Mhm. mais l'irrigation est très réglementée, voire interdite selon l'appellation. Donc c'est ce C'est que vous ça, disiez tout à ce l'heure sont à les partir AOC. des AOC par rapport au vin notamment. D'accord. Exactement. Là, c'est pas de mon ordre, ça reste de l'ordre législatif et tout ça, et des habitudes de l'histoire, etc. Mais un agroclimatologue dira, logiquement, n'importe quel scientifique d'ailleurs, bah, il va peut-être falloir faire évoluer les AOC. Peut-être que le goût va évoluer, mais soit l'AOC est condamné à disparaître, puisqu'il y aura des règles qui ne sont plus adaptées dans un climat qui est plus le Ouais. même, ou soit il faut faire évoluer ces règles en fonction d'un climat qui évolue. Voilà. Ok. Donc, c'est là, Ok. c'est plus de mon ordre, c'est vraiment de l'ordre administratif. D'accord, Des ok. ordres, Alors tout à l'heure, je vous ai coupé, pardonnez-moi, on va reprendre là où vous partiez. Vous disiez, ok, il y a les retenues d'eau, mais il y a d'autres manières, effectivement, de régler le problème de la sécheresse. Alors, voilà, vous partiez là-dessus tout à l'heure quand je vous ai coupé Alors, pour finir sur les retenues d'eau. il Excusez-moi. y a plusieurs voies, hein. Comme je le disais, par exemple, on peut introduire de nouvelles espèces qui soient un petit peu moins Ouais, consommatrices d'eau en été, comme le sorgho à la place du maïs. Il n'est pas question ouais, de remplacer tout le maïs, mais d'introduire, par exemple, un peu de sorgho sur un territoire. Ça fait moins de pression en eau sur ce territoire. Premier point. Deuxième point, les retenues d'eau. bien Troisième sûr. point, c'est l'irrigation de résilience. D'accord. L'irrigation de résilience, c'est une irrigation intelligente qui est basée sur des outils de la décision, un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va donner à l'agriculteur une certaine quantité d'eau qu'il peut mettre sur sa parcelle sans plus ni moins, puisque bah, c'est à partir des informations de calcul scientifiques. Deuxième point, cette irrigation de résilience, elle est basée sur une irrigation qui ne maximise plus le rendement. On va plus faire comme on fait actuellement, puisqu'on a un excès d'eau, on a suffisamment d'eau, mais enfin actuellement, comme on faisait le siècle passé, c'est-à-dire qu'on irrigue pour avoir un rendement maximum. Lors d'années où il n'y a pas suffisamment d'eau, on ne pourra plus irriguer pour avoir un rendement maximum, même avec des retenues d'eau, parce que si tout le monde se met à taper au maximum dans les retenues d'eau, bah, elles ne vont pas tenir tout l'été. Donc le but, c'est vraiment de savoir la dose entre ce qui reste dans les retenues d'eau et la quantité qu'il faut irriguer pour garder un rendement suffisant pour nourrir la France, pour produire, mais pas maximiser. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la définition de l'irrigation de résilience, une irrigation intelligente, connectée, et qui ne soit pas forcément basée les années les plus sèches sur une maximisation du rendement, puisque sinon
limiter, on va détruire l'ensemble de nos réserves en quelques semaines. Ok. Au niveau de la technologie, vous parlez de la connexion, est-ce que alors ça a un rapport peut-être que c'est un peu plus éloigné de votre métier, mais pour faire du bio, il y a les robots désherbeurs qui commencent à arriver, qui commencent effectivement à prendre soin des plantes de manière différente. Est-ce que ça va changer la manière de faire de l'agriculture, ces robots? Est-ce qu'ils vont permettre de pouvoir mesurer plus finement ce qui se passe au niveau du pied du plant? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des actions? Est-ce qu'ils vont pouvoir bon, le goutte à goutte existe depuis très longtemps, hein, mais est-ce qu'il y a encore des améliorations technologiques à ce niveau-là, au niveau de l'arrosage, pour éviter que l'eau s'évapore? Donc, comment la robotisation qui va changer le paysage qu'on va connaître dans le transport? Effectivement, les camions vont être autonomes dans quelques dizaines d'années. Est-ce que on voit bien que l'emploi dans le monde agricole diminue avec la motorisation de cette industrie, de cette économie. Comment le robot va pouvoir aider effectivement l'agriculture? Alors, il peut aider à plusieurs niveaux. Il peut aider au niveau de faciliter la pénibilité du travail. D'accord. Donc, typiquement, c'est le cas de Naio Technologies, par exemple, des robots qui permettent de désherber. Faciliter la pénibilité du travail, réduire aussi l'utilisation d'intrants qui peuvent être très coûteux à produire, très chers aussi à acheter et qui Et peuvent polluant? aussi polluer l'environnement. Ça Mhm. ne pollue pas toujours l'environnement, mais utilisé en excès, ça peut avoir des impacts sur l'environnement. Utilisé de façon intelligente, ça peut limiter les impacts sur l'environnement. Mhm. Ça peut donc permettre d'avoir une agriculture un peu plus mécanique, tout en ayant une main-d'œuvre égale ou inférieure. Parce que tout le monde, tous les gens de la ville ne vont pas retourner dans les champs, bien sûr. On a une évolution de la société qui fait qu'on On ne sait pas, s'éloigne on de sait pas. l'agriculture. À part s'il y a un changement majeur dans cette direction, pour l'instant, on est plutôt vers une diminution de la population agricole. Oui, parce qu'en fait, Euh, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, je crois qu'il y a des villes en Asie qui sont en train de produire 10 à 20% de leur consommation agricole qui est revenue dans les villes, avec les villes urbaines, avec les champs, enfin, des cultures urbaines, des cultures verticales, des cultures dans les sous-sols. Enfin, ça il y a un ça mouvement. reste quand même ponctuel parce que la densité, par exemple, à Hong Kong, la densité de population fait, et c'est un petit territoire, fait qu'on ne peut pas forcément produire tout ce qu'on veut où on veut. Et donc, avoir une agriculture urbaine, c'est très intéressant. Mais faire la même chose à Paris, c'est pas forcément logique, puisque tout autour, il y a la Beauce, la Picardie, la Champagne Mm, mm, et la Sologne. Et dans ces régions-là, on peut produire du bois, du blé, du maïs, du d'accord, vin, tout ce qu'on veut. Donc, c'est d'accord. pas forcément le même enjeu. Et donc, cette robotisation, Donc, ouais, donc je ça réduit ça réduit les problèmes de pénibilité, ça réduit aussi les entrants. c'est ça. C'est deux principaux axes. Oui, et le troisième, c'est que ça peut faire des mesures sur le terrain. Par exemple, il peut y avoir des D'accord. capteurs intégrés dans ces robots qui permettent d'évaluer le statut azoté de la plante ou éventuellement d'évaluer le statut hydrique ou éventuellement le stade phénologique, donc le développement de la plante. Et ça peut donner des indicateurs à l'agriculteur de savoir si sa plante est en bonne santé ou s'il y a D'accord. des présences de maladies, etc. Donc, ça peut aider l'agriculteur à prendre des décisions ou ça peut même faire tourner certains modèles agricoles, comme je disais, des outils d'aide à la décision, à partir de ces données mesurées par les capteurs, par les drones ou par les tracteurs. Ça permet un petit peu d'affiner la modélisation, d'affiner les décisions que l'agriculteur peut avoir dans les prochaines semaines D'accord. pour faire face à des maladies ou pour faire face à des événements climatiques. Très bien, très bien. Euh, Toujours au niveau des solutions, la science au secours de l'agriculture. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi puisqu'on est quand même dans le café débat de Comwat TV, donc on va parler un petit peu d'énergie, énergie renouvelable. Vous avez sûrement suivi que le prix du kilowattheure a fortement baissé avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque, il y a 10 ans, était l'énergie la plus chère du monde. Aujourd'hui, c'est la moins chère. Aujourd'hui, il y a des projets qui sortent sans aucune subvention dans le sud de l'Europe à 1,5 centime le kilowattheure. C'est-à-dire, alors que le prix, quand on brûle du gaz ou du charbon, ça revient à 4 ou 5 centimes, et quand on brûle l'uranium, ça revient à 10 centimes, donc c'est quasiment 10 fois moins cher. Euh,
il y a des modèles économiques qui vont sortir parce que nous, on est à 1,5 centime le kilowattheure produit en photovoltaïque et on estime que d'ici 10 ans, ça sera largement moins que 1 centime et que cumulé avec l'aspect éolien qui fait des progrès, notamment avec l'éolien offshore en mer, au large, plus le prix des batteries qui descend, on serait sur une énergie qui serait peu chère, ce qui serait autour en moyenne sur l'année à 3 centimes de kilowattheure par rapport à 18 centimes qu'on paye aujourd'hui. Donc on s'imagine que ce sera 6 fois moins cher qu'aujourd'hui. Et donc avec un parc installé qui sera assez important parce qu'effectivement il y a un problème de synchronisation entre l'offre et la demande. Effectivement, comme les moyens de production ne produisent pas forcément les gens ont besoin, il faut en mettre davantage pour couvrir, pour que effectivement ça puisse permettre. Et donc dans les meilleures estimations qu'on va retrouver, d'après les experts de Californie, de Harvard, ils nous ont expliqué que en gros, en termes d'énergie renouvelable, on va mettre 300 ou 400 fois nos besoins d'énergie annuelle, de manière à ce qu'effectivement ça minimise le besoin de batterie. Enfin voilà, ce sont des modèles qui sont en train de se mettre en place. Mais effectivement, quand on paye 1 centime le kilowattheure, en produire 4 fois ses besoins, ça revient à 4 centimes, ça reste encore moins cher que de le produire avec du gaz. Donc pourquoi je vous explique ça? C'est parce que ils disent attention, effectivement, c'est un modèle qui est intéressant parce que effectivement, les énergies renouvelables vont balayer, pas pour des raisons écolo, mais pour des raisons purement financières, le gaz, le charbon, le nucléaire. Mais ça va aussi créer de nouveaux modèles. Et effectivement, ça veut dire que quand on va produire 300 ou 400 fois ses besoins, ça veut dire qu'on va voir l'énergie sera gratuite à peu près 80% du temps. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont nouvelles. Et par rapport à l'eau, on se dit, oui, mais si on a de l'énergie gratuite, on peut effectivement fabriquer de l'eau à travers notamment du dessalement d'eau de mer. Et du coup, le problème de réchauffement climatique, si on peut demain dessaler l'eau de mer et produire une quantité infinie d'eau à un prix qui est gratuit, zéro, parce que le coût du dessalement, ce n'est pas le coût de la membrane, c'est le coût de l'énergie qui va pousser l'eau dans la membrane. Je crois que c'est 4 ou 5 kWh par mètre cube. Donc, si cette énergie est gratuite, comment vous imaginez, et est-ce que c'est une bonne nouvelle de pouvoir avoir accès à cette eau gratuite, ou est-ce que c'est quelque part un pacte avec le diable parce qu'on va déstabiliser l'écosystème, on va peut-être on va générer beaucoup de sel qu'on ne saura pas trop quoi faire, donc on va le remettre en mer, ça va créer des zones très salées, ça va créer des fragilités, parce qu'effectivement, le jour, aujourd'hui, il y a des territoires qui vivent avec la pluie, des nappes phréatiques, il y a une protection de ces environnements qui vivent en symbiose. À partir du moment où on commence à amener de l'eau de mer et qu'on a dessalé, on va créer des zones comme en plein désert. On a vu effectivement dans les pays du Moyen-Orient, ils mettent de l'eau et en plein milieu du désert, il y a des zones vertes et ils cultivent. Donc, mais on se dit, mais ça, est-ce que c'est quand même fragile comme écosystème? On amène de l'eau. Donc, quelle est votre vision dans le futur de cette eau qu'on pourra produire à 0 euros? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, j'ai pas étudié la question en long, en large et en travers. En tant que scientifique, j'aime bien faire un peu de bibliographie, mais je vais quand même un peu vous apporter quelques-unes de mes réponses. Je distinguerais quand même l'utilisation de cette eau, par exemple, en Israël ou dans le désert, et l'utilisation de cette eau en France. Premièrement, l'utilisation de l'eau en Israël et dans le désert, pas que je suis contre, bien sûr, il faut qu'ils se nourrissent, mais c'est qu'ils modifient des écosystèmes complets, ils les artificialisent, et il n'y a pas forcément que l'eau qui coûte de l'énergie, apparemment ça coûte de l'électricité, mais il y a aussi l'utilisation des engrais, il y a aussi, ce sont des sols qui vont pas stocker du carbone, donc qui vont servir à rien pour le stockage, le changement climatique. C'est des choses complètement artificielles qu'il faut pas forcément reproduire en France. Voilà, dans des zones, c'est pas parce que maintenant on a de l'eau qu'on va commencer à planter du maïs partout. Il y a des zones quand même qu'il faut protéger. Les déserts sont des zones qui il y a une certaine faune, une certaine flore, alors moins développées que dans la forêt tropicale, bien sûr, mais c'est quand même des endroits à préserver. Donc ça, c'est pour la partie un peu Moyen-Orient, parce que vous y avez fait. Moi, j'ai pensé directement à Israël quand vous avez dit ça. Ça peut être intéressant aussi pour l'eau qu'on utilise pour la société civile. Il n'y a pas que l'agriculture. C'est intéressant dans ces pays-là. En France, ça serait peut-être un peu moins utile puisqu'il y aura toujours quand même de l'eau. Cependant, le problème que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on a un excès de quelque chose, on a tendance à faire un excès de quelque chose d'autre. Si on a un excès d'eau, on va forcément vouloir irriguer dès qu'il ne pleut pas ou tout le temps pour maximiser le rendement.
maximiser le rendement, c'est aussi avoir plus de matière sèche qui pousse, donc plus d'engrais, plus de pesticides, parce que du coup, vu qu'on irrigue souvent, il y a plus d'humidité, donc développement des maladies. Enfin, ça peut engendrer des conséquences en chaîne qui peuvent être assez négatives. Voilà. C'est intéressant d'avoir cette eau désalinisée, je sais pas, dessalée, Ouais, je sais pas. c'est ça, c'est ça. Oui, désalinisé, ouais, c'est C'est intéressant, mais il faut garder quand même en tête l'irrigation intelligente. Il ne faut ça. pas faire d'un excès un abus. Euh, et puis, ça rend quand même assez dépendant de quelque chose, donc de la station qui va désaliniser l'eau de mer. Donc, si cette station ne fonctionne plus, c'est tout un écosystème agricole derrière qui souffre, il est implanté avec des cultures qui vont forcément utiliser beaucoup d'eau. Donc c'est à la fois une force, une faiblesse, et c'est une force qu'il faut maîtriser pour ne pas apporter des abus derrière. C'est un peu l'élément de réponse que je peux apporter. Peut-être que d'autres scientifiques vous diront c'est merveilleux, peut-être que d'autres vous diront c'est terrible, mais voilà. Autre chose encore, tant que j'y pense, l'eau, ça peut aussi être très néfaste pour le sol. Un excès d'eau, ça peut lessiver les sols et engendrer une perte de nutriments, de l'azote qui peut aller jusque dans les fleuves. Irriguer à outrance aussi, ça peut modifier les écosystèmes, puisque du coup, l'eau qui se retrouve au niveau de la terre, au niveau du sol et au niveau des fleuves, ben, ne sera pas forcément la même que ce que l'écosystème s'attend en cours d'été, par exemple. Donc, il peut y avoir des c'est une technologie quand même intéressante pour l'énergétique, mais pour l'agriculture, il faut quand même garder en tête que il ne faut pas aller dans l'abus. Ça peut être D'accord. intéressant, mais il ne faut pas aller dans l'abus. C'est la réponse que je peux vous apporter ce soir. Alors, bien sûr, sans études bibliographiques, c'est Oui, la bien sûr, question bien sûr. un peu différente que j'ai pas l'habitude d'avoir. Peut-être que d'autres personnes apporteront des éléments complémentaires à cette réponse. D'accord. Alors, il y a Christophe qui fait un petit commentaire. Mhm. Serge n'est pas sans savoir que dans les palines du nord et du centre, les tracteurs régulent les entrants en fonction de l'emplacement dans la parcelle, selon le rendement de l'année précédente. Et les tracteurs et les moissonneuses se conduisent seuls et grâce au signal GPS, permettent effectivement de pouvoir faire une culture au mètre carré différente, quoi. Apparemment, c'est comme, Ça comme on dit s'appelle de souvent. l'agriculture de précision. C'est ça? J'en ai pas parlé parce que pour moi, dans ma tête, ça englobe un peu les modèles de culture. Ouais. L'agriculture de précision, c'est vraiment de la modélisation agricole au niveau de la parcelle et au niveau intraparcellaire. Mhm. C'est-à-dire que certaines zones les sols ne sont pas homogènes au sein d'une parcelle. Certaines zones vont avoir des sols différents, des sols qui vont stocker moins d'eau, des sols qui vont être moins fertiles. Et donc, au lieu d'apporter 200 unités d'azote, non, c'est un peu trop 200, D'accord. au lieu d'apporter 80 unités d'azote sur toute la parcelle, pour Ouais. réduire, on peut peut-être apporter 80 dans les zones uniquement où le sol n'est pas favorable au développement ou que les années précédentes, le rendement était plus faible, et beaucoup moins dans les zones où D'accord. il y a eu un bon rendement, parce que la plante aura un sol qui sera assez fertile. Et donc là, D'accord. c'est vraiment prendre en compte les microclimats, les particularités du sol grâce à cette agriculture de précision, pour mieux nourrir la plante, pas forcément mieux, mais, euh, mais être plus intelligent dans l'épandage des produits azotés. Alors, j'ai travaillé très rapidement dans ce type de technologie. C'est pas encore complètement au point. Ça peut être guidé par satellite aussi, suivant est-ce que les feuilles sont vertes ou plus ou moins jaunes. Enfin voilà, c'est assez compliqué, hein, c'est assez marrant à faire. C'est pas encore complètement au point parce que les images satellites ne sont pas encore assez précises. Peut-être maintenant avec les nouveaux satellites qu'ils ont envoyés qui ont une précision de 30 cm, ce sera mieux. Mais c'est pas encore complètement au point. Comme tout élément scientifique, il faut plusieurs années pour que ça se mette au point. Et là, c'est des choses qui sont assez neuves, voilà, qui datent plutôt des années 2000. Et il faut un peu plus de temps pour que ça soit un peu plus D'accord. démocratisé, un peu plus précis. D'accord. Alors, une question qui revient un petit peu vos analyses que vous avez citées précédemment. On se dit que si la science, effectivement, aide, observe, chouchoute
la plante lui amène exactement ce qu'elle a besoin comme eau, comme entrant, et qui fait quelque chose de précision, est-ce que ça va pas la rendre faible, effectivement, cette plante? Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre des béquilles, on voit bien que quand on met, voilà, quand on n'utilise plus une jambe parce qu'on s'est cassé la jambe, le muscle fond. Est-ce que le fait d'assister trop la plante, elle va devenir fragile, et le jour où il n'y aura plus d'ingénieurs derrière vous, plus de technologie, plus d'ordinateur, le paysan va se retrouver avec des plantes qui sont incapables de se débrouiller tout seul sans ordinateur? Est-ce que, Tout à voilà, par fait. rapport à la résilience, alors, Il y a deux aspects là-dedans. Alors, j'espère pas que du jour au lendemain, on va laisser les agriculteurs tout seuls quand même, hein, ce serait vraiment non, bizarre. mais ça Mais peut arriver, un gros hack sur tous les systèmes informatiques c'est de ça, la c'est ça. Terre par En fait, ouais, des gens qui font des ransomware. c'est ça. Il peut y avoir deux choses. C'est que peut-être du jour au lendemain, d'un coup, il n'y a plus d'ordinateur, on va dire, une tempête solaire ou je Mhm. ne sais pas quoi. Ouais, 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 t'as raison. Et l'agriculteur qui était dépendant des technologies se retrouve à devoir de nouveau gérer tous les aspects de la ferme seul. Mm, Donc, mm. la dépendance aux technologies, c'est quelque chose d'important, comme le GPS. Je reprends l'exemple toujours du GPS. Monsieur, ouais. On va dire que du jour au lendemain, votre GPS, votre puce GPS ne marche plus dans votre téléphone. Vous devez vous rendre dans la Creuse chez votre belle-maman et vous savez pas y aller. Bah, vous allez vous arrêter tous les kilomètres et regarder une carte. Alors qu'avant, on regardait les panneaux, on savait à peu près quelle direction prendre et on avait voilà, un sens de l'orientation peut-être un peu plus développé parce qu'on n'est pas guidé par un GPS. Bah, c'est pareil pour l'agriculture. Il pourra y arriver, mais il aura peut-être un peu plus de mal puisque il n'aura pas toutes les technologies derrière pour ceux qui sont les plus dépendants. C'est pas le cas de tout le Mm. monde, hein. Ouais, mais moi, je parlais pas de la fragilité de l'agriculteur, je parlais de la fragilité de la plante. Parce que la plante Après, bon, qu'on a optimisée parce qu'elle sait que de toute manière, elle n'aura jamais, parce que vous avez mis au point des systèmes très intelligents pour dire, voilà, il n'y a jamais plus de 5 jours sans eau parce qu'on va te mettre de l'eau, parce qu'on sait que tu vas produire à un prix moins cher, etc., ou à une saveur différente. Et ben, le jour où, au lieu de 5 jours, on met 10 jours sans eau, ou 15 jours, 20 jours, est-ce que toutes tout à les fait. plantes, toutes les graines vont crever? Parce que c'est pas du tout, elles n'ont pas été conçues pour ça, quoi. Alors là, il faut distinguer les plantes pérennes et les plantes annuelles. Pour un Mhm. blé, un maïs, c'est quelque chose qu'on plante, il n'y aura pas forcément de problème si on change les habitudes du jour au lendemain, parce que de toute façon, c'est une plante qui dure que 7 ou 9 mois dans l'année. Pour les plantes pérennes, donc les plantes qui durent plusieurs années, c'est un peu plus Ouais, problématique. Parce que par exemple, pour un jeune pied de vigne, si on l'irrigue tous les 3 jours, donc il a l'habitude d'être irrigué. Il a un système racinaire qui est habitué à recevoir de l'eau, donc il sera un peu plus en surface qu'une vigne qui n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau, qui va faire un système racinaire plus en profondeur pour chercher l'eau. Si du jour au lendemain on arrête d'irriguer une vigne irriguée, qui a l'habitude d'être irriguée, elle n'aura plus le système racinaire qui bien sûr, sera bien sûr. adapté à l'irrigation qu'on ne lui apporte plus. Et donc elle sera plus sensible à la sécheresse. La plante, les plantes pérennes notamment, celles qui durent plusieurs années, se développent en fonction de ce qu'elles ont eu les semaines, les mois précédents, voire les années précédentes. Et donc, s'il y a une modification brutale, il y a une période d'adaptation qui sera un peu compliquée. Pour les plantes annuelles, le maïs et le blé, c'est pareil, hein. Si on irrigue un maïs tous les jours, très tôt en cours de saison, il va faire des racines qui seront peu profondes. Et dès qu'il y a une sécheresse qui arrive en été, et si on l'irrigue plus, il sera très sensible parce que les racines seront très superficielles. Mais, euh, en général, on ne chouchoute, en tout cas en agriculture actuellement, on ne chouchoute pas les plantes à tel point que qu'elles soient complètement dépendantes de l'homme, hein. On n'est pas non plus à les irriguer tous les jours et à leur mettre du produit tous les jours sur les feuilles pour éviter les maladies. C'est pas encore, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. D'accord. Très bien. Alors, on J'ai arrive à la fin, bâti là, il reste encore. 2 minutes. Alors, Oui. un peu la question un peu traditionnelle qu'on pose toujours dans les cafés débats comme Web TV, c'est parmi votre champ de compétences, ou vos multiples champs de compétences, comme vous avez pu nous le présenter en début de ce café débat, quelles sont les certitudes que les croyances fortes que vous avez et qui pourtant sont très peu partagées par les gens autour de vous? Des choses dans lesquelles Ah, vous êtes certaine de certains trucs et dites, tiens, ça, je suis sûr. Et c'est bizarre, à chaque fois, je suis obligé de l'expliquer à mes amis, je suis obligé de l'expliquer à mes collègues, et ils n'arrivent pas à en être convaincus, alors que moi, je suis profondément. bah, deux choses. Ouais, Premier point, on produira du vin en Angleterre ou en Belgique. d'accord. Alors Ouais. ça C'est une bonne paraît nouvelle. tellement, pour des Français chauvinistes, ça paraît genre non, 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 on ne produira pas du vin en Belgique et en Angleterre. Bah, climatiquement parlant, c'est possible. Ce sera possible en fait.
Peut-être pas demain, hein, mais d'ici 20, 30, 40 ans, et il y aura un climat qui sera intéressant au sud de l'Angleterre et en Belgique pour produire du vin et des crus. Peut-être qu'on aura des crus belges en 2100. Ça, les gens me disent non, c'est pas possible. Je sais pas, c'est peut-être une habitude historique. Et deuxième point, on a parlé beaucoup du changement climatique, que le climat, que la génétique, c'est pas bien, que les OGM, c'est pas bien, que les maladies, c'est pas bien, etc. Il y a plein de trucs entre le bio et le conventionnel et on a plein de débats là-dessus. Par contre, il y a très peu de personnes qui parlent sur le gaspillage alimentaire. Il y a 20 à 30% des émissions de CO2 dues à l'agriculture partent dans le vent, simplement parce que les fruits ne sont pas assez beaux ou qu'on a eu des pertes en cours tout le long de la filière, il y a eu des pertes régulières de cette production alimentaire. Et en fait, on parle beaucoup de s'adapter au changement climatique, mais il y a déjà 20 à 30% de la production agricole qui est perdue. C'est des émissions de CO2 qui sont émises pour rien, simplement parce que la carotte est difforme. Et pourquoi ne pas s'attaquer à ce problème-là? Ces 20 à 30% pour les réinjecter dans le système alimentaire. Ça peut être repris pour les animaux, mais dans le système, dans toute la chaîne alimentaire pour les humains, c'est simplement un problème d'éducation. Et déjà, commencer par l'éducation sur l'agriculture, revenir un petit peu aux fondamentaux et savoir qu'une pomme, quand elle a été produite, eh ben, une pomme que vous mangez, c'est 2 pommes qui sont jetées puisqu'elles étaient biscornues. Et tout ça, c'est essentiel. Voilà, pour lutter contre le changement climatique, il faut aussi changer ses habitudes alimentaires au niveau du gaspillage, mais aussi au niveau, et ça je sais très bien que c'est pas partagé par tout le monde, au niveau de la consommation de viande rouge, notamment, puisque cette consommation de viande rouge, on le mange en excès. Alors, je ne dis pas de devenir végétarien, bien sûr, mais consommer trop de viande rouge, c'est aussi émettre énormément de CO2. Et là, c'est l'agroclimatologue qui parle. Même si j'aime la viande rouge, il faut la limiter parce qu'on en mange beaucoup trop par rapport à nos besoins. Mais il faut toujours en manger, bien sûr. Mais on en mange beaucoup trop par rapport à nos besoins. Et on pourrait avoir de la marge pour réduire le changement climatique en mangeant ne serait-ce que 2 fois moins de viande rouge. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. C'était super votre analyse. Ça nous a fait voyager effectivement dans le monde merveilleux de la biologie, de l'agriculture. C'était super. Et puis le lien avec l'énergie qui permet effectivement de pouvoir connecter tout ça. Merci beaucoup, Serge, pour ce café débat. Et puis donc, tout est enregistré et ça sera mis demain en podcast sur Spotify et sur YouTube et sur la chaîne de Comat TV. Bonne soirée, Serge. Moi, je vais aller en chasse à l'orage alors. Ok, bonne chance, Serge. Envoyez-nous des photos. Envoyez-nous des photos de cette nuit. On le mettra sur le site. Ok. Au revoir. Au revoir.